J'ai décidé de prendre une pause. Donc j'ai pris un break de 9 mois. Je me suis dit, je vais juste mettre ça dans la prière parce que ça devenait un peu frustrant aussi pour moi. On arrive en 2022 et une autre nouvelle tombe encore, on me coupe mon Prési Bourse. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode. Et pour ce premier épisode, on a l'honneur, le privilège de recevoir avec nous sur le plateau André. Bonjour André, comment tu vas? Bonjour Jessica, je vais très bien, merci et toi-même? Ça va super bien, par la grâce de Dieu. Alors André est là avec nous sur le plateau parce qu'elle a expérimenté l'une des facettes de Dieu, le Dieu qui pourvoit. Elle va nous en dire encore plus. André, si tu pouvais te présenter pour les personnes qui nous regardent. Bonjour à tous, alors comme Jessica l'a dit, je m'appelle André et je suis tout d'abord une enfant de Dieu. Je suis une épouse, je suis une enfant, oui, enfant de quelqu'un. Je suis entrepreneur, je suis très récemment graduée également. Donc voilà, je suis un peu, on va dire, chercheur parce que c'est vers là que je vais. Et je suis une fonctionnaire parce que je travaille à la fonction publique au niveau du gouvernement du Canada. Il y a plein d'autres casquettes, mais si je pouvais brièvement me décrire, c'est ce que je dirais que je suis. Waouh, en tout cas, merci André. On peut voir que tu as beaucoup de casquettes. Et à l'une des choses que tu as dites en te présentant, tu as dit que tu es nouvellement graduée. Si tu peux nous en dire plus, graduée en quoi? Tu disais que tu allais plus vers la recherche. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que je sais que c'est parmi les aspects que le Seigneur a touchés aussi dans ton parcours. Oui, j'ai étudié en anthropologie, donc j'ai un master en anthropologie. Et oui, je parle un peu de la recherche parce que j'ai fait une recherche sur, comment je peux le dire, sur l'après-viol. En fait, comment est-ce qu'on pourrait réimaginer le corps d'une femme qui a vécu le viol et à partir de là, comment est-ce qu'on peut proposer des programmes qui seraient mieux adaptés au fait à cette réalité parce que ce qu'on a actuellement comme programmes qui sont proposés, que ce soit par le gouvernement ou par les organisations qui travaillent avec les survivantes de viol, c'est souvent axé au fait sur l'axe juridique, psychologique, médical ou aussi socio-économique, réinsertion socio-économique. Mais au-delà de ça, mon terrain, étant donné qu'il concerne les survivantes de viol à Kinshasa, donc en RDC, il y a certaines choses peut-être que l'on pourrait, je ne veux pas dire améliorer, mais peut-être ajouter à ce qui se fait déjà pour mieux aider toutes ces survivantes de viol. Donc c'est un peu dans tout cela que je travaille, que je navigue. Et c'est quelque chose, c'est un sujet qui me passionne énormément. Donc c'est vraiment un sujet que je me vois continuer de développer et voir là où le Seigneur m'emmènera avec ça. Ouais, on voit que c'est vraiment riche et puis je suis sûre que le Seigneur va faire de grandes choses à travers ça. Amen. Et tu as commencé quand ta maîtrise? Ça prend généralement combien de temps? Et toi, tu l'as fait en combien de temps? C'était comment ton parcours en fait de maître? C'est une excellente question. Avant maître, parce que tu n'étais pas encore maître à ce moment-là. C'est ça. Mon parcours à la maîtrise a débuté officiellement à l'automne 2018. En temps normal, le programme il dure 4 ans. En fait, il y en a qui peuvent le faire en 2 ans, mais on a jusqu'un maximum de 4 années pour compléter sa maîtrise. Et c'est ça, c'est à temps plein. À temps partiel, je ne saurais pas le dire combien de temps exactement ça prend, mais à temps plein, c'est un maximum de 4 années. Donc la première année, c'est une année de cours. Et ensuite, les 3 prochaines années, c'est vraiment de la recherche, comme je disais, donc le temps d'aller sur le terrain, aller collecter les données et ensuite la rédaction, etc. Et pour moi, au fait, mon parcours a réellement commencé en septembre 2018, comme je l'ai dit. J'ai fini ma première année de cours, donc à l'hiver 2019, j'avais déjà complété tous mes cours. Donc à l'été 2019, je suis passée devant le comité d'éthique pour présenter le projet parce qu'il faut qu'il soit approuvé pour le terrain. Et une fois que cela a été fait, à l'automne 2019, je suis partie à Kinshasa pour environ 2 mois, plus ou moins 2 mois pour mon terrain. Et lorsque je suis revenue, la réalité a frappé. On est tombé en plein Covid, Oui. confinement. Donc ça a été un peu compliqué pour moi
parce que je suis quelqu'un qui aime aller à l'école en présentiel. Même à l'université, même au bac, je n'étais pas la personne qui allait choisir de prendre un cours en ligne. Il fallait toujours que je sois en classe. C'est plus facile pour moi de suivre, au fait. C'est la méthode que je préfère et dans laquelle je suis plus à l'aise. Donc, le fait de tomber en confinement, ça demande une sorte de réorganisation et de discipline aussi que je n'avais peut-être pas forcément parce que ce n'était pas la méthode d'apprentissage que je préférais. Donc pendant que je tombe dans cette période-là où on est en confinement, j'essaie de rédiger. Ma directrice de thèse à l'époque, elle me conseillait quand même de prendre du recul, dans le sens où, vu que je venais de revenir du terrain, c'est vrai que c'est tout frais et on veut tout de suite écrire parce qu'on ne veut rien oublier. Mais en même temps, elle me disait par expérience, c'est mieux de prendre quand même du recul, même un petit 2-3 mois, histoire de vraiment process ce que tu as vécu sur le terrain, faire asseoir ça et ensuite commencer à écrire. Mais j'étais vraiment dans une logique où je voulais tellement le finir dans mes 2 ans que je me suis lancée tout de suite. Il faut savoir que j'ai fait mon baccalauréat en sciences politiques. Donc, tout ce qui est théorie en anthropologie et en sciences politiques, c'est quand même différent. La façon d'écrire également, c'est différent. Donc, au début, la première fois que je fais un premier jet de ma thèse, je l'envoie à ma directrice. Elle me dit, c'est pas ça. La façon dont tu écris, je comprends que tu as un background en sciences politiques, mais la manière dont tu écris, c'est trop rigide, c'est trop carré au fait. Et il faudrait que tu trouves ton style d'écriture, mais c'est comme si tu nous faisais voyager avec toi sur le terrain et tu nous racontais ce que tu as vécu tout en intégrant les théories, la méthode que tu as utilisée et tout ça. Et c'est un exercice qu'elle m'a donné à faire. Elle m'a dit, exerce-toi, essaie d'écrire sans penser d'abord au résultat. Juste écris. Écris ton terrain. Donc, je me prête à l'exercice et je commence à écrire. Et puis, on arrive au mois de mars et ma mère m'apprend, elle nous appelle, les enfants, et elle nous annonce qu'elle est malade et que sa santé, ça ne va pas trop bien. C'était la Covid? Non, ce n'était pas la Covid, c'était une maladie plus grave au fait. Et elle nous dit qu'elle va devoir arrêter de travailler. Et ça fait 18 ans qu'elle travaillait au fait pour l'hôpital. Et elle nous apprend ça. Moi, je le prends vraiment comme un coup. Et là, je découvre aussi un aspect peut-être de moi que je ne connaissais pas, du genre que quand ça ne va pas quelque part dans ma vie, c'est comme si je fige. J'arrivais plus à rédiger, j'arrivais plus vraiment à réfléchir et à avancer dans mon travail, comme si cette nouvelle m'avait figée au fait. Donc là, j'avais réellement du mal au fait à avancer dans mon travail. Et ça fait que tout ce que j'envoyais, c'était pas forcément ça, parce que je n'étais pas très concentrée. Et je m'inquiétais plus pour ma mère, parce que je voyais qu'à la maison, elle avait besoin de plus d'aide au fait. Mais ce qui m'a étonnée aussi dans cette situation, c'est que j'ai vu comment est-ce que ma mère est résiliente. Parce que malgré ça, malgré son état de santé, ça ne l'a pas empêché de pouvoir aider même les personnes dans la communauté qui avaient besoin d'aide durant cette période, notamment les étudiants étrangers. Elle faisait quand même certains projets malgré son état de santé, donc je me disais, ok, ça devrait m'encourager, je pense que ça va un peu et tout. Mais j'avoue que j'avais du mal à rédiger. Et du coup, la 2020 passe et je n'ai pas forcément soumis quelque chose de conséquent. Voilà. Donc là, j'arrive en 2021. Je commence à trouver mon rythme parce que je me suis prêtée à l'exercice. Et ma directrice me dit, non, c'est très bien, André. Là, je pense que tu as trouvé ton temps. Maintenant, il est question maintenant de ficeler tout cela en rajoutant les théories, mais continue dans la même lancée que tu es. Donc en 2021, je pense que je commence à trouver un rythme. Donc je commence ma rédaction et quand j'envoie, c'est totalement normal quand tu écris, qu'il y ait c'est comme des feedbacks. Voilà, exactement. Tant et aussi longtemps que tu ne soumets pas officiellement, au fait, ton directeur ou ta directrice t'accompagne dans le processus. Donc c'est totalement normal qu'il y ait ces retours. Donc en 2021, on arrive là. J'ai écrit quelque chose, je soumets, elle me dit oui, c'est très bien, vas-y, continue et tout. Donc je continue un peu dans ce sens, sauf que j'arrive à un moment où
les données que j'avais collectées sur le terrain n'étaient pas assez parce que le terrain que j'ai fait était un terrain de 2 mois. Donc, du coup, je réalise que les données que j'ai, c'est pas assez. Et ma directrice me propose de repartir au Congo quand tout sera un peu plus stable, lorsqu'on sera sorti du confinement, pour aller collecter plus de données. Mais à ce moment-là, étant donné que ma mère ne travaille plus, financièrement, je vois que ça ne sera pas possible. Parce que je ne travaillais pas, j'étais vraiment à temps plein aux études. Et lorsque tu vas sur le terrain, tu dois payer quand même ta session à l'université. Et je n'avais pas de financement pour ma recherche. Donc, même mon premier voyage que j'avais fait, c'était à mes frais. Wow. Il fallait payer ton billet d'avion. Et il faut dire que là-bas, je vivais à l'hôtel, parce que ce n'est pas mon pays d'origine. Je n'ai pas de famille, j'ai personne. Donc, il fallait payer l'hôtel, il fallait manger. Il fallait aussi débourser des fois certaines sommes pour les personnes qui m'aidaient sur place sur le terrain. Et quand j'ai fait le calcul de tout ça, j'ai vu que ça allait être chaud, ça allait être compliqué. Donc j'ai essayé tant bien que mal de faire en sorte que ça fonctionne. Mais malgré ce que j'écrivais, c'était pas concluant en fait. Ce que j'avais collecté ne me permettait pas d'arriver à ces conclusions. Donc c'est comme si je tournais en rond un peu dans ma rédaction. Et là, j'arrive en 2022, à un moment donné. Bon, il faut dire qu'en 2021, vu que ça tournait un peu, j'ai décidé de prendre une pause. Donc, j'ai pris un break de 9 mois. Je me suis dit, je vais juste mettre ça dans la prière, parce que ça devenait un peu frustrant aussi pour moi. À la base, je m'attendais à ce qu'au bout de 2 ans, je finisse one shot. Et puis, j'avais pas vu le Covid dans tout ça, j'avais pas vu. Personne n'a vu le Covid. Voilà. Wow. J'avais pas vu non plus que ma mère allait arrêter de travailler, j'avais pas vu tout ça. Donc voilà, j'étais un peu frustrée à un moment donné. Donc je décide de prendre un temps dans la prière. Donc pendant 9 mois exactement, j'ai pas touché du tout à mon travail. Wow. Mais je continue de payer l'université parce qu'il faut rester inscrite. Au fait, quand tu prends un congé, tu dois demander la permission à la faculté en remplissant un formulaire et c'est eux qui valident ou pas. Étant donné que tu es aux études à temps plein, donc tout le long de tes études, tu dois continuer au fait d'aller ou faire une demande de congé. Donc je continue de payer, mais je rédige pas pendant cette période. Et vers fin 2022, je sens que là, ça commence à aller, je suis motivée, j'ai plein d'idées. Donc je reprends, 2021 pardon, donc je reprends ma rédaction et tout. Et là, on arrive en 2022 et une autre nouvelle tombe encore, on me coupe mon prêt et bourse. Donc juste comme ça, un jour, je me lève et je reçois un message de l'aide financière aux études qui me dit que j'ai atteint mon nombre maximum de mois pour avoir droit aux prêts et bourses et on me coupe le prêt et bourse. Et à ce moment-là, c'était ma seule source de revenus, étant donné que ma mère ne pouvait plus pourvoir. Et puis toi aussi, tu étais aux études à temps plein. C'est ça. Donc là, je me dis, mais comment je fais ça au fait? Parce que là, j'ai plus d'entrée d'argent. La seule source de revenus qui m'aidait vient d'être coupée. Et quand j'appelle, je dis, je ne comprends pas parce que c'est un programme de 4 ans. On me dit, non, tu as atteint le nombre de mois maximum. Je n'ai pas compris parce que même à ce moment, ça ne faisait pas 4 ans en réalité que j'étais en train de faire ma maîtrise. On me demande si je veux contester, de prendre un rendez-vous pour rencontrer, je crois que c'était le ministre de l'Éducation ou quelqu'un comme ça, pour aller plaider ma cause. Et à la suite de ça, une décision allait être prise, mais c'était trop de paperasse parce que la rencontre avait lieu dans 3 mois et ça tombait que l'école allait déjà commencer 2 mois auparavant. Il fallait quand même payer la session. Donc, je prends un congé. Je prends mon premier congé parce que je n'ai pas les sous pour pouvoir payer ma session. Je prends un congé à l'automne hiver 2022, pardon. Je prends un premier congé et je reviens à l'automne 2022. Je commence un peu, mais j'ai des frais que je n'ai pas payés. Donc, mon compte est quand même bloqué et la somme est en train d'augmenter. Et à un moment donné... ça devient chaud, l'université t'appelle, t'envoie des courriels, il y a des soldes à payer, tu dois payer, etc. Et tout. Je ne sais pas forcément comment faire et je ne voulais pas inquiéter ma mère plus que ça. Mais je lui en parle quand même et elle me dit « Ok, c'est pas grave, on va voir comment on va payer ». Et puis elle m'a donné l'argent et j'ai payé, j'ai pu me réinscrire. Et c'est comme ça que j'ai continué ma session. Puis à un moment donné, ça bloque encore parce que je n'ai pas payé.
Et là, je ne me suis pas inscrite parce que mon compte étudiant est bloqué. Et là, l'université m'envoie encore des messages et tout. Et je prends mon courage à deux mains, j'appelle et j'explique ma situation. J'appelle l'université. Oui, la faculté, et j'explique ma situation. Que j'ai pas d'emploi, j'ai perdu mon prêt et bourse et c'est compliqué. En plus, on est dans ce chaos Covid, on sort du Covid et tout. Tout est, voilà, c'est difficile de trouver de l'emploi. C'est pas que je cherche pas, mais j'ai du mal. Ils me disent, OK, on comprend la situation, fais une demande de congé, essaie de régler ça et puis tu vas t'inscrire à la session d'après. Donc là, je reprends un autre congé et quand j'essaie d'en discuter aussi avec ma mère, elle me dit là, ça va être compliqué. Parce que là, mon dossier aussi au niveau du travail, ils sont en train de fermer, il y a des complications. Je ne pourrais pas avoir la somme, c'était quand même une somme conséquente. Je ne pourrais pas avoir la somme, je ne sais pas comment on va faire. Je peux te trouver quelque chose, mais ça ne sera pas le montant total. Je me dis, mais comment je vais me débrouiller? Et au fait, pendant toutes ces étapes, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément mentionné à chaque fois, mais je m'en remettais toujours à Dieu. Parce que c'est lui qui m'a réellement emmenée ici à Ottawa. Parce que c'est d'une façon très miraculeuse que j'ai atterri en anthropologie. Et à chaque fois, je lui disais, c'est toi qui m'as emmenée, donc tu prends soin de moi, tu es mon père, je n'ai pas d'autre possibilité. Et à ce moment-là aussi, c'est la même chose, c'est la même prière que je fais. Et Dieu fait grâce, je finis par trouver les fonds. Je me réinscris et là, quand je rédige encore, c'est toujours pas ça. Toujours la même chose. Il faut que tes données ne sont pas assez, etc. Et là, ma directrice me dit, écoute André, je te propose d'aller faire un mémoire. Moi, j'étais mal enseignée. Enfin, renseignée plutôt, je devrais dire. Moi, j'ai toujours cru, parce que mon objectif, c'est d'aller au doctorat, qu'il fallait faire une thèse pour absolument aller au doctorat. Donc, je ne voulais pas entendre ce qu'elle voulait me dire. Là, je dis, mais si tu me dis que je dois faire un mémoire, c'est comme si tu veux couper mon rêve, au fait, mon objectif. Et je ne veux pas. Elle me dit, non, vas-y et tout. Parce que les données que tu as, et puis tu tournes un peu en rang, et comme tu ne peux pas repartir sur le terrain, c'est l'option que tu as. Parce que dans mon programme, c'est soit option thèse ou option mémoire. Je n'étais pas trop... voilà. Donc, la session de l'automne 2023 passe et c'est toujours pas ça. Et là, j'ai une conversation avec mon directeur, le directeur de ma faculté. Il me dit, mais André, c'est quoi le souci? Qu'est-ce qui se passe? Non, pourquoi, au fait, jusque-là, tu n'arrives pas à compléter? Parce que tu as fait tous tes cours et il faut dire que dans tous mes cours, j'ai eu que des A+, et des A. Donc, la note la plus basse que j'ai eue de tout mon master, c'était un A-. Donc, il voit mes notes, il dit, c'est excellent. Mais qu'est-ce qui se passe au fait? Parce que je vois que tu comprends, je vois que tu as de très belles notes, mais pourquoi tu n'arrives pas à finir? Donc je lui explique la situation, je dis au fait, c'est pas évident pour moi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai découvert ce trait de caractère où quand il y a une situation, je fige. Donc même quand il y a eu la situation avec les finances, l'aide financière et tout, j'arrivais plus, voilà, c'est ça. D'ailleurs, même c'est tout ça qui avait conduit à prendre des fois des congés parce que j'arrivais pas à me concentrer pour rédiger. Donc, je lui explique tout ça et je lui explique aussi la difficulté que j'ai financièrement parlant et les données qui ne sont pas assez. Et là, il me dit la même chose. Mais alors, vas-y faire un mémoire. Parce que je pense que ce que tu as tellement de versions de ta thèse. Parce qu'une thèse, c'est 100 pages et un mémoire, c'est 50 pages. Tu peux dépasser, mais le minimum, c'est 50 pages. Tu as tellement de versions de ta thèse que tu pourrais facilement faire ton mémoire. Je dis oui, mais mon objectif, c'est d'aller au doctorat. Et c'est là que lui, il me dit, non, mais si tu fais ton mémoire aussi, tu peux aller au doctorat. Tu n'as pas besoin de faire la thèse pour forcément aller au doctorat. Wow, c'est comme une lumière. Oui, une lumière s'allume et je me dis, waouh, ok, donc en fait, j'ai perdu tout ce temps. Mais je n'ai pas perdu parce que le Seigneur m'a enseigné, voilà. Donc, je dis, ok. Donc, il me dit, ok, tu sais quoi, André, ce qu'on va faire pour cette session de l'automne, parce que c'était au début de la session et je n'étais pas encore inscrite. Il m'a dit, prends le temps de trouver l'argent. J'avais pas encore, je ne pouvais pas prendre les cours parce que mon compte était bloqué. Donc, il m'a dit, fais une demande de congé, on va l'approuver et prends le temps de rassembler ce qu'il te faut. Mais en 2024, tu dois revenir sur le campus parce que tu dois prendre 2 cours de plus.
étant donné que tu changes d'option pour aller en option mémoire, il y a 2 cours de plus que tu dois faire. Je dis ok, et je me dis mais comment je vais faire ça? À ce moment-là, j'avais commencé à travailler et je travaillais à temps plein. Et j'avais un peu peur de demander à mon chef d'équipe un accommodement par rapport à mon horaire, parce que dans mon équipe, il n'y a personne qui est à temps partiel. Tout le monde travaille à temps plein et tous ceux qui ont dû repartir aux études, on les avait changés d'équipe ou changer de shift, mais dans une autre équipe au fait, de nuit, pour qu'ils restent à temps plein, mais pas dans l'équipe dans laquelle je travaille. Mais Dieu fait grâce, miraculeusement, j'en parle à mon chef d'équipe, il me dit « Ok André, pas de problème, on va accommoder ton horaire, c'est quoi ton horaire d'école, comment tu veux faire ça ?» Et du coup, je passe de 37,5 heures par semaine à, je pense, je travaillais 30 heures. 30 heures semaine, c'est quand même beaucoup. Ça reste quand même à temps plein. Et 2 cours à la maîtrise, c'est quand même aussi à temps plein parce que c'est beaucoup de lectures, c'est beaucoup de choses au fait à faire en dehors des cours. Mais le Seigneur m'a vraiment aidée, le Saint-Esprit m'a fortifiée et j'ai pu le faire. Donc il y a des jours où je travaillais de 7 heures à 9 heures et ensuite j'enchaînais avec l'école. Et quand je rentre, je retourne travailler ou j'étudie. Bref, j'ai jonglé comme ça. Et quand j'ai fini maintenant mes 2 cours, je reprends ma rédaction pour mon mémoire, je soumets. Et ma directrice, à ce moment-là, elle était en congé sabbatique. Et comme elle avait pris un congé sabbatique, il fallait attendre qu'elle reprenne ses fonctions à l'université pour me relire et me donner une note. Donc j'ai dû attendre jusqu'à l'automne 2024, enfin automne. La fin de l'été, août 2024, je reçois maintenant un feedback et elle me dit il manque encore tel truc et tout ça. Et là, il fallait alors refaire pour la finale au fait. Parce que là, j'avais fait une demande de prolongation vu que j'avais excédé le nombre d'années maintenant. Donc, je fais une demande de prolongation et à l'automne 2024, je me réinscris à l'université. Et je commence à rédiger et là, je tombe gravement malade. Dans le sens où, je ne sais pas si je peux dire que j'ai quasiment perdu la vue, mais c'est presque ça. Je ne vois plus rien de mon œil. Et mes yeux, c'est... Mais c'est ça, tu ne peux pas écrire, tu ne peux pas faire des recherches. Tu peux rien faire parce que je voyais rien. Donc même sortir à l'extérieur, c'était pénible. Et là, bon, je me retrouve, là, je saute beaucoup d'épisodes pour ne pas être trop longue, mais je me retrouve à demander une autre extension, c'est-à-dire une note différée, parce que je ne pouvais pas déposer mon travail pour l'automne 2024. Et l'université a été très compréhensive parce que de toute façon, j'avais aussi les papiers du médecin, j'avais toutes les preuves, tout était là. Donc finalement, en 2025, en janvier, j'arrive toujours pas à rédiger, je vois rien. Février, je vois plus ou moins, ça commence à aller, mais c'est pas trop ça. Mais je me dis, non Seigneur, là, on doit finir. Parce qu'au-delà de tout ça, je suis consciente qu'il y a un combat. C'est pas physique, c'est pas normal au fait. Parce que même quand on voit les notes que j'ai et le fait que ça tourne en rond, c'est pas normal. Et c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai partagées, mais il y en a aussi que j'ai juste oublié pendant le témoignage. Mais c'était pas la première fois aussi que je tombais malade comme ça. Donc c'est comme, tu es bien, mais le jour où tu décides de rédiger, tu te sens pas bien, tu as mal à la tête. Des fois même, j'avais un dégoût au fait de relire ma recherche. C'est comme, quand je pense à mon travail, c'est... Non, mais je peux lire autre chose. Je corrigeais même des fois certains collègues, je les relisais, je faisais il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de mon travail, c'est comme s'il y avait toujours un truc au fait. Et là, je dis non, là, c'est la goutte de trop, c'est assez, il faut que je finisse, il faut que je passe à autre chose. Je ne pourrais pas rester là éternellement comme ça. En plus, ce sont des sommes qui sont dépensées et avec ça, je peux faire d'autres projets. Je dois juste passer à une autre étape. Donc, en mars 2025, en février, mi-février, je commence quand même à rédiger, même si ça ne va pas trop avec l'œil. Même si je fais 2-3 pages, j'avance petit à petit. Et le 31 mars, je dépose officiellement mon travail. Et je me dis, cette fois-ci, c'est la bonne, au fait. Parce que la manière dont ça a été rédigé, c'était totalement différent de toutes les autres fois. Et je ne sais pas, j'avais cette paix, au fait, en le faisant, que j'avais au fond de moi la conviction que cette fois-ci, c'était la bonne. Donc, j'ai soumis et dans la semaine de Pâques, le lundi de la semaine de Pâques, j'étais au travail et je reçois un courriel de ma directrice enfin, je ne sais même plus si je vais dire de thèse, de mémoire, en tout cas.
ma directrice qui me dit félicitations André, Wow. ta persévérance a porté Vraiment, fruit. persévérance. Oui, et j'y croyais pas parce que c'est vrai que j'avais une paix, mais en même temps, ça a tellement duré au fait qu'en même temps, j'y croyais pas trop. J'étais comme, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Et je vois la collectrice, celle qui m'a examinée, elles étaient deux au fait. Elle m'a dit félicitations, j'ai pris du plaisir à lire ton travail, c'était bien, etc. Wow. Et là, je réalise que waouh, C'est vrai. finalement, c'est fini. Après toutes les pauses qui ont été prises, la longueur, certaines pauses sans prendre des congés, tout ça, finalement, c'est fait. Donc, Wow. c'est un peu ça. Ça, c'est un beau témoignage. Et dans ce témoignage, je vois qu'il y a beaucoup d'éléments qui sortent, notamment la persévérance, en fait. Et on voit que ça a commencé en 2018 et tu l'as achevé en 2025. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu avais juste envie d'abandonner, en fait, de dire c'est bon, je lâche tout, j'en peux plus? Est-ce que tu as eu des moments comme ça? Oui,